Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'On se dit tout. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi le canal de communication se rompt au sein du couple. Lorsqu'on ne peut plus communiquer sans s'agresser, sans s'en vouloir, parfois même sans se détester. Lorsqu'on n'arrive simplement plus à se parler, eh bien les détails aujourd'hui. Ensuite, notre interview santé sera consacrée aux aligneurs avec le docteur Karim Spiani. Restez pour tous les détails ce matin sur Médien TV dans On se dit tout. On n'arrive plus du tout à se parler. On en parle avec deux spécialistes. Camélia Zakaria, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Et Zineb Lamarti, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Vous êtes coach parental, fondatrice de Smart Coaching. Mesdames, merci beaucoup d'être sur le plateau de l'émission pour cette thématique qui est extrêmement importante. Justement, on va mesurer son importance. Est-ce que, Camélia Zakaria, vous recevez souvent en consultation des individus, des couples qui se plaignent de la situation? Tout à fait, vous l'avez très bien introduit. De plus en plus de couples se plaignent justement de ne plus se parler ou de ne plus savoir se parler. Et mis à part dans les cabinets, il suffit juste de voir dans les rayons de librairie, on voit de plus en plus de manuels qui sont là justement pour les couples en mal de dialogue ou en mal d'amour. Comment faire justement pour communiquer avec son conjoint. Donc c'est de plus en plus d'actualité aujourd'hui de ne plus savoir parler ou là, chercher comment mieux parler avec son compagnon ou son conjoint. Alors, chercher comment mieux parler, est-ce que c'est un effet de mode aussi? Est-ce qu'on va dire, vous avez étudié, vous avez pratiqué, est-ce que ça a toujours existé ou c'est aujourd'hui, on va dire, la vie qui fait qu'on n'arrive plus à s'entendre, qu'on n'a plus toujours le même canal de communication? Oui, tout à fait. Alors en fait, le couple est une entité sociale qui fatalement va évoluer dans le temps. Le couple de nos grands-parents n'est pas le couple de nos parents et encore moins celui d'actualité. Donc effectivement, on va se rendre compte qu'on est pris justement dans une tournure sociale qui fait qu'on a moins de temps pour communiquer et peut-être c'est ce qui fait justement qu'on n'arrive plus à se parler. Les considérations en termes de quotidien, en termes de factures à payer, en termes de problèmes, en termes d'enfants, font que le couple va être pris justement dans une forme de cycle vicieux, très souvent, qui fait que justement on a moins de temps pour nous, on a moins de temps pour parler et fatalement on a moins de temps pour résoudre les malentendus qui vont être là quand même et qui vont nous accompagner. Absolument. On a l'impression que parfois, dans une même maison, eh bien, quand les deux travaillent, ils se retrouvent chacun dans son coin pour se reposer d'une journée de travail et on oublie en fait de nourrir le couple. Zineb Lamarti, justement, est-ce que vous confirmez ce que disait à l'instant Camélia Zakaria? Oui, parfaitement. Aujourd'hui, il y a une routine qui s'installe de par le travail de chacun qui est plus ou moins prenant, de par des horaires de travail qui sont accablantes aussi. Et puis, généralement, ce qu'on voit, c'est que lorsque les couples parlent, ils ne s'écoutent pas. Ils s'entendent mais ne s'écoutent pas. Et c'est là d'où vient le problème de la communication. Ils n'arrivent plus à trouver un moyen efficace pour arriver à une solution qui pourrait être adaptable aux deux. Généralement, lorsqu'il y a un conflit ou lorsqu'il y a une discussion, le conjoint entend et essaye de trouver des contre-arguments, comme s'il était face à un juge pour prouver qu'il a raison. Alors que justement, s'il pouvait être l'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre, il trouverait des solutions ajustables pour le bien de chacun sans qu'il y ait un perdant et un gagnant. Est-ce qu'on peut expliquer pour les téléspectateurs cette notion d'entendre et d'écouter et la grande nuance entre les deux? Alors lorsqu'une personne entend, elle essaye de trouver des contre-arguments à l'intérieur pendant que l'autre est en train de parler. Donc elle ne l'écoute pas, elle n'écoute pas les arguments. Ce qu'elle essaie de faire, c'est de se défendre. Et lorsqu'on se défend, on n'est pas dans une logique de construction, mais on est dans une logique d'attaque. Et cette position offensive, elle n'est pas du tout bonne pour un couple. Justement, lorsqu'on est un couple, on est ensemble. Donc du coup, on va essayer de trouver des compromis. Et lorsqu'on s'écoute, on trouve des compromis. Mais lorsqu'on ne s'écoute pas, on essaie juste de se défendre. Vous confirmez, Camélia. Alors, qui entend et qui écoute? Qui sont ces couples qui s'entendent sans s'écouter? Et on peut aussi se parler sans vraiment, discuter sans vraiment se parler. En fait, les nuances sont là, elles sont multiples. Maintenant, ce qu'on remarque par rapport à ces couples-là, c'est qu'on va avoir de plus en plus, encore une fois, de couples qui, dès le début de la journée, vont être stressés,
ensuite pressés, et à la fin, ils sont fatigués. On est stressé depuis le début de la journée, on a des tâches à faire, on a un travail, on a des enfants, enfin, on a un quotidien qui est là, qui impose une certaine routine, qui pour plusieurs ne sera plus une routine agréable. Et à la fin de la journée, justement, on est fatigué. On est fatigué d'écouter, on va plus entendre, mais on ne sera pas là justement pour écouter, pour que ça fasse justement écho en nous, et pour accuser réception par rapport aux demandes de l'autre. Donc effectivement, on est plus dans l'entente et pas assez dans l'écoute. Je suis parfaitement d'accord avec Zineb, dans le cas où les couples sont beaucoup plus dans la confrontation et pas assez dans la conciliation. J'ai passé une longue journée. La moindre des choses, c'est qu'ils prennent en considération le fait que je suis toute la journée dehors. Elle aussi, la moindre des choses, justement, c'est qu'ils prennent en considération que j'ai été partout dans la ville pour déposer les enfants, pour revenir, pour faire à manger, etc. etc. Il ne fait que rentrer, mettre les pieds sur la table. En fait, ce sont peut-être des futilités pour plusieurs, mais par cumul, ça va donner de gros problèmes de couple qui vont, in fine, arrêter de se parler. On verra pourquoi. Mais justement, ça ne concerne pas que les couples où les deux travaillent. Ça concerne tous les couples. Tout à fait. C'est-à-dire que le constat est le suivant. On va avoir plusieurs couples qui vont nous dire, on ne sait pas si c'est à cause de la routine, ou si c'est par manque de temps. Mais à un certain moment, on n'arrive plus à se parler. Et très souvent, on leur pose la question, est-ce que justement il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un événement mineur ou majeur qui a fait justement que vous êtes arrivé à cette rupture de communication? Ben, souvent non, on n'arrive pas à comprendre. Et justement, ce qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'il y a une perte de repères, même par rapport au code usuel. Je ne comprends plus mon mari, je ne sais plus comment lui parler, je ne comprends plus ma femme, je n'arrive pas à lui parler. À chaque fois qu'on se parle, on se dispute, on se chamaille, il y a une rupture de communication qui va durer 2, 3 ou 4 jours et qui va peut-être impacter même les enfants. On pourrait penser que justement ce sont des événements majeurs qui viennent mettre en danger cette communication du couple, alors que vous dites pas forcément. Pas forcément, ça peut être une routine qui s'est installée, où le couple, où la relation devient soporifique, ça veut dire elle devient ennuyeuse, ou complètement le contraire, la relation, elle peut être agressive. Et donc, du coup, dans les deux, la communication, elle est complètement brisée. Et à ce moment-là, il faut trouver un terrain d'entente où il faut faire des efforts. Et généralement, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a un manque de solidarité des tâches. Lorsqu'il y a des enfants aussi, ça peut être l'un ou l'autre. Il y en a un qui travaille plus que l'autre, arrivé à la maison. Et cette incompréhension, elle n'est pas admise. Et donc, du coup, l'autre conjoint qui fait tous les efforts devient pugnace et puis il devient assez agressif dans sa manière d'être et de parler parce qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, absolument. Il y a une incompréhension. Et on se dit comment ces deux personnes qui se sont en principe aimées, choisies, décidées de construire, peuvent en arriver à ça, peuvent en arriver. Parce que quand on dit on n'arrive plus à s'entendre, ça veut dire qu'à côté, c'est pas qu'on ne se parle pas, mais on se parle avec beaucoup d'agressivité. Tout à fait. C'est pas le silence dans la maison. C'est au contraire, ça peut être bruyant, ça peut faire mal. Tout à fait. Mais en même temps, les gens vont toujours avoir un comparatif. Enfin, les couples vont toujours avoir un comparatif en nous disant oui, mais avant, il n'était pas comme ça, mais avant, elle n'était pas comme ça. On est quand même ancré dans certains préjugés, certaines croyances. Maintenant, c'est vrai qu'au début, on a du plaisir justement à refaire le monde à deux, à parler de ses goûts, de ses envies, de sa vision du couple, de la vie de manière générale. Et au fur et à mesure, justement, puisqu'on va avoir moins de temps, on va avoir... Donc le fait qu'on ait moins de temps, cela va nourrir justement l'ennui, la routine va nourrir l'ennui, et on va se retrouver de plus en plus à se parler, certes, mais à se parler des factures à payer, des problèmes, des enfants, moins de soi, de l'autre et de la relation en général. Alors, est-ce que c'est normal de se laisser un petit peu happer comme ça par le quotidien, par la routine, par la vie? On va revenir sur ce point. Mais vous disiez un point très important, Zineb El Amati, par rapport au ras-le-bol. Oui. Parce que, quand par exemple les deux travaillent, il y en a un qui va travailler un peu plus à la maison et on sait de qui il s'agit. Il s'agit en général de la femme. Alors justement, ce problème de communication, qui s'en plaint le plus souvent? Est-ce que c'est surtout la femme? Oui, ou c'est un a priori? Les femmes sont beaucoup plus émotives, par conséquent, donc elles ressentent les choses beaucoup plus vite que les hommes. Et puis aussi, les hommes, ils ont aussi tendance à ne pas trop vouloir s'exposer face aux problèmes qui arrivent, donc ils sont plus sur la réserve. Donc généralement, ce sont les femmes qui imposent la communication. Des fois, elle est plutôt maladroite, ou des fois, elle se fait naturellement sans réflexion. Et donc c'est là où justement le problème arrive. Mais ce sont généralement les femmes qui se plaignent de cette routine qui s'installe et le ras-le-bol. Et vous le dites, qui se plaignent, et justement, quand les spécialistes disent il faut qu'un couple communique
pour un homme, c'est perçu comme ma femme se plaint. Oui, c'est ça en fait. Exactement. En fait, vous l'avez dit aussi en introduction, c'est qu'à un certain moment, il faut trouver un certain canal de communication. Dans le sens où, quand on voit deux personnes, enfin, quand on reçoit justement en thérapie de couple, on voit que généralement, c'est surtout la femme qui en est demandeuse, très souvent. Donc on va remarquer que justement les hommes, lorsqu'ils s'expriment, lorsqu'il leur arrive de s'exprimer, ils vont exposer des faits. Alors que justement les femmes, contrairement à l'homme, elles vont plutôt exposer des émotions et des sentiments. Je ne me sens pas bien, je suis incomprise, il y a un manque de reconnaissance, etc. etc. Et l'homme dirait quoi plutôt? L'homme, il est plus dans les faits. Où est le problème? Je ne vois pas de problème. Tu manges, tu as un chez-toi, tu as une voiture, tu voyages, tu as tout ce qu'il faut d'un point de vue financier. De quoi tu te plains? Par contre, elle, encore une fois, c'est pour ça que le canal de communication n'est pas le même. Peut-être que son niveau d'exigence et aussi la vision du couple n'est pas partagée à ce moment-là, justement. Elle a plus besoin de reconnaissance, elle est plus sur des besoins intrinsèques et moins sur des besoins justement financiers ou d'extérieur. Donc justement, le canal n'est pas toujours le même. Alors à quel moment on s'est perdu? Puisqu'on avait le même canal au départ. Non, oui. On avait le même canal au départ. A priori. Est-ce qu'on avait le même canal ou finalement on s'est laissé emporter par le tourbillon de l'amour C'est-à-dire que même si le canal est différent, c'est la forme qui doit, ils doivent se rejoindre au niveau, à un certain niveau de communication. Comme elle a dit Camélia, c'est très juste, les hommes sont factuels. Et puis les femmes sont plus dans les émotions. Mais si on regroupe les deux, on peut trouver un canal d'information. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a un problème, moi je commence par les faits. Par exemple, tu es arrivé très très en retard, il était 18h alors que je t'attendais à 19h15. Là je commence par les faits et ensuite je passe au... L'inverse. Il est 19h15, je t'attendais à 18h. Pardon, voilà, exactement. Donc il est 19h15, je t'attendais à 18h. Donc du coup, juste après, j'ai posé le fait. Je passe au sentiment, je me suis sentie seule. Et donc après, on peut passer aux besoins. J'ai besoin d'être informée pour atterrir à la demande. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. Et lorsqu'on est assertif, on est dans la neutralité. On n'incombe pas une émotion, on n'essaie pas d'être agressif, on est juste. Et lorsqu'on est juste, eh ben, le message passe. Et ça s'appelle l'assertivité. Mais justement, ce mécanisme de donner l'information, c'est-à-dire de planter le décor, ensuite exprimer l'émotion et exprimer le sentiment qui l'accompagne, on n'est pas tous capables de le faire. On n'est pas capable de le faire. Et puis, ça demande beaucoup de nuances, ça demande beaucoup de retenue, ça demande aussi une manière de parler qui soit positive et non pas destructive. Il faut être formé, non? Il faut le savoir. Il faut le savoir, absolument. D'abord, déposer le fait, et ensuite parler des sentiments, et ensuite arriver aux besoins pour atterrir à la demande. C'est un schéma qu'il faut connaître. On peut donner un autre exemple pour les téléspectateurs? Oui, par exemple, un exemple au niveau familial. Par exemple, notre enfant a beaucoup de devoirs. Nous sommes le dimanche et c'est le jour où normalement nous devons nous réunir pour faire les devoirs avec elle. Donc là, c'est un problème de couple aussi, ça. Oui. Donc là, je dépose le fait. Oui. Ma demande, mon sentiment plutôt. D'abord, après le fait, on passe au sentiment. Le fait, c'est quoi? Notre fille a beaucoup de devoirs. Ok. Et il est l'heure de le faire et on est dimanche. La veille de la rentrée. Le sentiment est le suivant. Je suis débordée. Je suis débordée et fatiguée. J'ai besoin d'aide de ta part. J'ai besoin qu'on s'organise. Et je te demanderai de le faire aujourd'hui. Donc là, la demande qui est, au lieu de lui dire directement « tu dois faire les devoirs avec notre fille », on passe par ce schéma qui est plus propre et qui est beaucoup plus raisonnable dans la manière de dire les choses. Qui est plus écologique au niveau de... Plus écologique. Absolument. Dans la mesure où on explique ce besoin d'aide. Et puis surtout, on exprime notre sentiment. Tout à fait. Et puis ensuite, il y a aussi un besoin. Et après le besoin, on place la demande. C'est vrai que c'est un schéma qui est un petit peu compliqué lorsque on est émotif. Oui, parce que certaines personnes vous diraient, j'ai l'impression que je joue la comédie. Non. J'ai l'impression que je ne peux pas dire les choses spontanément. C'est-à-dire que si on fait une demande assez brutale, il est 19h, il faut que tu travailles avec elle, elle a beaucoup de devoirs, peut-être que la réponse
sera tout simplement négative et ça va tout de suite arriver, on va tout de suite arriver à un effet boule de neige où la semaine dernière je l'ai fait, tu m'en as informé en retard et puis c'est à toi de le faire, c'est pas à moi de le faire et puis moi je ne comprends rien, c'est devoir, c'est à toi. Donc on peut arriver à des mots coup de poing. Les mots coup de poing, ce sont les mots qui font mal et qui ne servent à rien. Donc si jamais on pose les faits, on est dans l'observation. Il est 19h, demain c'est le lundi matin, on devrait travailler. J'ai le sentiment d'être un tout petit peu fatiguée puisque je suis débordée. J'ai besoin que tu m'aides. Est-ce que tu pourrais le faire? Ça passe. D'accord. En même temps, vous avez très bien entendu. J'ai besoin, je suis fatiguée, c'est vraiment les bases de la communication. C'est-à-dire quand on est justement dans la confrontation avec l'autre, quand on est plus dans le sentiment et pas dans l'expression justement des faits, on va être plus aussi dans l'interprétation. Au lieu de dire justement, tu ne m'aides pas, tu es toujours indisponible, même quand tu es là, tu n'es vraiment pas là, tu n'es pas là psychiquement, tu es peut-être là physiquement, mais à chaque fois je m'occupe seule des enfants, je m'occupe de... Donc là, effectivement, ce sont des mots coups de poing et on agresse beaucoup plus l'autre qui ne sera certainement pas conciliant avec nous. Par contre, justement, quand je prends le point d'étape, c'est d'abord moi-même, je suis fatiguée. Le constat est le suivant. Il y a des devoirs, on est débordé, il y a des devoirs, le lendemain c'est lundi matin et je commence déjà à angoisser. Et je n'ai pas envie de faire angoisser justement ma petite ou mon petit également. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'aider? Mais encore une fois, j'angoisse, je ne suis pas bien, je suis débordée, pourrais-tu, s'il te plaît, m'aider? Alors que très souvent, on est dans le « tu n'as pas fait, tu n'es jamais là, tu n'es… » etc. Alors justement, ce mode de fonctionnement, on va dire, il est à adapter à ceux qui sont dans la problématique aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas encore arrivés à ces problèmes-là, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ça? Est-ce qu'on oublie de faire des mises au point, des mises à jour selon les obligations de la vie? On se laisse emporter par le cours de la vie sans se dire, bon, avant, nous n'étions que deux. Aujourd'hui, on a un enfant, les choses changent, le quotidien change, les besoins changent, on découvre les changements. Et donc, des mises au point régulièrement sont nécessaires. Est-ce que ça peut aider les jeunes couples qui démarrent dans la vie à éviter de sombrer dans ces problèmes de communication, ces canaux qui se rompent complètement? On a deux cas de figure. On a justement le cas de figure où on a un couple qui, du jour au lendemain, par lassitude ou par usure, va finir par ne plus se parler. On a un autre cas de figure où on va remarquer que ce couple-là se dispute tellement, il y a tellement de conflits autour d'eux, c'est tellement toxique qu'à un certain moment, il va y avoir rupture de communication pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines, et pourtant on vit ensemble. On ne s'adresse pas la parole. On ne s'adresse plus la parole. Et donc là, on est devant deux cas de figure où effectivement les couples ne se parlent plus. Donc que faire justement, comment faire pour ne pas arriver à un des cas de figure justement quand on est plus jeune? Quand on est plus jeune, déjà prendre conscience que le couple est une belle aventure, parfois dangereuse et hasardeuse, et que justement il va falloir faire des points d'étape à chaque moment important de notre vie, faire des bilans, se poser les bonnes questions, aussi bien à soi et aussi à deux. Parce que justement, pour être bien dans un couple, il faut aussi être bien dans son intimité avec soi-même. Déjà avec soi-même, être justement dans une certaine connexion, aller s'affranchir de certaines problématiques, si j'en ai justement, dans des thérapies ou autres justement, et ne pas reproduire aussi… Ne pas en avoir honte aussi. Ne pas en avoir honte et essayer justement de ne pas forcément reproduire le même schéma parental qu'on a vécu ou essayer de reproduire un schéma social qui peut-être ne me convient pas aujourd'hui avec cette jeune demoiselle ou ce monsieur. Mais surtout justement, lorsqu'on a des difficultés, se dire… Surtout quand on est bien, essayer de se parler et de se dire, écoute, quand on va mal, pourquoi ne pas mettre en place des pactes de non-agression? Oh, mais chérie, pourquoi tu cherches les problèmes? On est tellement bien maintenant. C'est une réponse classique, mais non? tu sais, parfois, on n'est vraiment pas bien. Et moi, je reste campée dans une certaine position et dans un certain mutisme. Et toi aussi, beaucoup plus que moi. Je te demande justement de me parler. Et plus je demande, moins tu me parles. Et beaucoup d'hommes connaissent justement cette phrase. On a besoin de parler. Plus on leur dit, plus ils évitent justement de parler et plus ils sont justement dans un certain mutisme. Donc justement, essayer de communiquer et de célébrer ça, justement quand tout va bien et ne pas se dire là, on a besoin de parler quand tout va mal. Être beaucoup plus proactif. Mais les hommes ont parfois peur on a besoin de parler quand on est bien. Justement, ils ont l'impression que la femme cherche, on va dire de façon très terre-à-terre, la petite bête. Oui, justement. C'est vrai ou pas? Vous confirmez? Justement, bien sûr, je confirme. Mais justement, la clé est de trouver le bon moment. Le bon moment. Exactement. Et le bon moment, il faut soit se donner rendez-vous hebdomadairement,
trouver un moment par semaine et se parler et mettre les choses en place. Ou alors vraiment, si c'est vraiment un cas d'urgence, trouver le bon moment, pas avant un repas, parce que ça ne sert à rien, pas quand les enfants sont réveillés, parce que ça ne sert à rien. Il faut que tout soit tassé, et il faut pouvoir communiquer vraiment au moment propice. Pardon, mais ça, je vous interromps, ça c'est quand on a le souci. Quand on a le souci. Quand on a le souci. Mais comme disait Camélia, il ne faut pas attendre d'aller mal pour parler. Quand il y a urgence. Quand il y a urgence. Avoir cette intelligence émotionnelle de palper le bon moment, le sentir. Pas quand on rentre du boulot, pas quand on est fatigué, etc. Mais ce que vous dites, c'est même quand on est bien, c'est là où il faut une petite mise au point. Tout à fait. Mais c'est ça. Je ne parle pas de mise au point, encadré, etc. Oui. Tu sais, quand tu fais ça, parfois, ça me dérange. Mais encore une fois, revenir à mon propre ressenti. Mais l'homme, à ce moment-là, va dire « Mais là, je ne le fais pas. Mais là, on est très bien. Pourquoi tu cherches les problèmes ?» C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, tout à fait. Mais justement, lorsqu'on a l'effet de répétition, quand le problème est récurrent et que là, maintenant, on est bien, autant pouvoir en parler. Et aussi mettre quelques règles. Quand on ne parle pas, justement, le pacte de non-agression, ça ne sert à rien, justement, de pouvoir s'insulter ou là, se dire de gros mots ou bien se parler en public lorsque, justement, tout va mal. Peut-être mettre en place d'autres canaux de communication. Il en existe. On a parlé de la communication verbale, mais il y a aussi la communication non verbale. Il y a aussi les messages, les textos, etc. etc. Et il y a même la manière d'être et la posture qui communiquent beaucoup plus, justement, que le verbal. On a connu, il y a beaucoup d'hommes qui, en thérapie, me disent « Mais si vous voyez comment elle m'accueille, comment elle ouvre justement la porte, vous comprendrez justement pourquoi est-ce que je ne lui parle pas. » Mais en même temps, quand on l'entend, elle vous dit « Mais si vous saviez à quelle heure il rentre, vous comprendriez justement pourquoi je l'accueille avec ce visage-là complètement décomposé, complètement décapité et fatigué. » Donc, il y a toujours des choses que l'on peut régler. Qui n'a pas caressé le désir d'être compris par son conjoint sans même parler, sans même s'exprimer? Malheureusement, c'est un mythe. Il faut absolument s'exprimer. Absolument. Cette histoire de rupture de communication complètement, vous dites il y a des couples qui peuvent vivre sous le même toit pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sans s'adresser la parole. À quel degré est-ce que ça peut être toxique pour la relation à deux et puis pour la relation de famille aussi? C'est-à-dire au premier degré, ça peut être toxique. Et puis aujourd'hui, la solution pour ça, c'est de se forcer à communiquer et tout simplement en mettant en place une règle. Et la règle est la suivante. Lorsqu'on se dispute, ça peut être un truc vraiment tout simple. À chacun son tour. À chacun son tour. Aujourd'hui, c'est moi qui fais le premier pas parce qu'on s'est disputé. La prochaine fois, quel que soit, n'importe qui, que ce soit moi ou toi, le fautif, ce sera à ton tour de venir faire le premier pas. Et tout simplement, ça permettra qu'il y ait un roulement, qu'il y ait une fierté. Désamorcer l'ego. Désamorcer aussi, et puis que le premier pas se fasse. Parce que la non-communication, elle est vraiment insupportable. Alors, elle est insupportable, parce que ça crée une animosité. Tout à fait. Et cette animosité va créer une rupture. Absolument. Mais je vous poserai cette question juste après la courte pause. Qu'est-ce qui se passe? Parce que parfois, c'est un moyen utilisé uniquement par l'un ou l'autre. Cette rupture de communication, ne plus adresser la parole. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme ou de la femme qui décide de ne plus parler à l'autre? Est-ce que c'est une façon, on va dire ça vraiment de façon bête, de punir l'autre? Est-ce que c'est au contraire une façon d'exprimer une colère? Je vous pose la question aux spécialistes et on vous donne la réponse juste après une courte pause. Restez avec nous, nous revenons dans On se dit tout. Ce matin, on n'arrive plus à se parler en couple. Eh bien, les détails pour s'en sortir. À tout de suite. De retour sur le plateau d'On se dit tout pour reprendre cette belle discussion avec beaucoup de bon sens, beaucoup de conseils pour ces couples qui sont en mal de communication. On n'arrive plus à se parler, on en parle tout de suite avec Camélia Zakaria, psychologue clinicienne, et Zineb Lamati, coach parental. Merci mesdames. Merci. On continue avec cette réponse vraiment cruciale, même en régie, toute l'équipe l'attend. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Je reprends juste pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne qui coupe toute communication avec sa moitié, que ce soit un homme ou une femme? Alors, ça peut être la colère, ça peut être un défaitisme. De toutes les manières, ça ne sert à rien. Et lorsqu'ils se disent de toutes les manières, ça ne sert à rien, il y a une rupture totale de communication parce qu'il se dit que quelle que soit la communication, elle sera improductive et infructueuse. Donc, je ne vais même pas m'aventurer sur ce schéma-là. Peut-être qu'il va y avoir un événement, il va y avoir une invitation, il va y avoir un anniversaire où on va se réconcilier, mais sans pour autant aller vers les anciens cadavres de discussion qui vont peut-être nous mener vers encore une autre
autre dispute. Donc, je préfère ne pas rentrer sur un terrain miné qui va me mener à rien. Donc, un défaitisme. Défaitisme. Pas Une seulement colère. peut-être. Colère, ça peut être pour punir l'autre, lui montrer à quel point je ne suis pas bien, je ne suis pas d'accord, je suis énervée. Mais avant Elle m'a énervée, il m'a énervé. Oui, avant de punir l'autre, on se punit d'abord soi-même. Et très souvent, la personne qui va camper justement dans un mutisme, très souvent c'est l'homme. Parce que, premièrement, il est moins outillé que la femme à pouvoir s'exprimer. Parce que justement, la femme, quand elle déclenche, je préfère utiliser le terme déclencher, lorsque justement elle va enclencher ou déclencher une discussion, elle a l'argument, le contre-argument, les repères spatio-temporaux, tu as fait telle chose à telle date, à telle heure. Justement, il est tellement mal outillé face justement à cette déferlante d'informations que très souvent, ils vont camper dans un certain mutisme. Ce que je remarque aussi très souvent dans mon cabinet, c'est que ce qu'on me dit, c'est qu'elle est tellement agressive avec moi, aussi bien d'un point de vue non verbal, de par sa posture, ou bien en termes de mots, elle est tellement agressive que je préfère la laisser tranquille et de ne pas justement enclencher une discussion avec elle. Donc très souvent, il y a à un certain moment une perte de repères et une perte de code par rapport au fonctionnement de l'autre, qui est mon conjoint, certes. Et encore une fois, le mythe, ça serait de se dire, tant qu'on s'aime, il ne sert à rien de se parler. Alors que non. Et on doit quand même se parler, aussi bien quand on est en difficulté ou quand on est dans des moments agréables. Alors, dans ces moments-là, est-ce que les sentiments continuent? Quand on en arrive à ce degré-là d'animosité, de distance, de pensée négative, de jugement négatif de l'autre, elle est tellement agressive, il ne me comprend absolument pas, on s'est complètement perdu. Est-ce que les sentiments sont toujours là ou pas? Alors, oui. Parce que justement, les conflits vont montrer que le couple est encore dynamique, qu'il y a quand même un ressenti, aussi bien de la colère ou de l'amour, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est un couple qui est encore vivant, il y a encore de l'espoir, je voudrais dire. Mais encore une fois, les scènes de ménage vont permettre justement à ce que les pendules se remettent à l'heure. Ce sont des régulateurs émotionnels, on va pouvoir décharger aussi bien cette émotion négative que cette frustration pour justement que ça soit pertinent à la fin. Alors si justement on enclenche ce conflit, qui est une crise, justement. Mais la crise n'est bénéfique que si, justement, il va y avoir un réaménagement. Mais si on est dans un schéma de répétition des mêmes disputes et qu'à aucun moment on en sort avec, justement, un apprentissage ou un enseignement qui soit pertinent, c'est normal qu'à un certain moment, une des deux parties ne veuille pas parler. On a aussi, justement, tout à l'heure, Zineb, elle a parlé de fierté. Très souvent, justement, on a une des deux personnes qui va justement camper dans un certain ego. Et c'est toujours l'autre personne qui a moins d'ego, qui a le moins d'ego et qui souvent souffre le plus, qui va justement faire le premier pas d'aller parler avec l'autre. Alors justement, par rapport à... Vous l'avez dit, c'est surtout les hommes qui rentrent dans ce mutisme. Et les femmes souvent disent... Il me parle quand il veut et il ne me parle pas quand il veut et il fait preuve d'une certaine méchanceté, il ne m'adresse pas la parole, il ne rentre même pas entre midi et deux manger pour un homme qui a l'habitude de rentrer. Voilà, il y a presque un mur qui se dresse complètement entre ces deux personnes. Oui, donc c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un roulement. Il ne dort plus dans le lit conjugal. Il faut qu'il y ait un roulement dans l'intention de se réconcilier. Pas de se réconcilier pour se réconcilier, mais se réconcilier pour faire le point et pour surtout balayer ce qui ne va pas. Alors justement, lorsque je disais tout à l'heure, il faut que ce soit au départ l'homme et ensuite la femme qui le fasse, il faut que ce soit une règle respectée. Lorsqu'il y en a un qui a une fierté débordante et puis une autre personne, enfin le conjoint qui est un tout petit peu moins fier, ça va permettre à celui ou à celle qui est moins fier de pouvoir... moins fier, ça ne veut pas dire moins d'amour-propre. Moins d'amour-propre, exactement. Pas du tout ça. Ce n'est pas bien sûr. Et puis, cette volonté de mettre les choses à plat et puis de communiquer, c'est pour surtout garder le respect qu'il y a entre un homme et une femme. Et non pas se bouder et faire comme si c'était deux adolescents qui cohabitaient dans un appartement ou dans une maison. Donc, l'idée étant de prendre ses responsabilités d'adulte surtout. C'est important à dire ça aux jeunes couples qui nous suivent. Bouder, c'est une attitude... Oui, ne pas se parler, c'est bouder. Et puis aujourd'hui, lorsqu'on partage notre vie avec une personne, il y a un respect qu'on lui doit. Et ce respect commence par là, ça veut dire la communication. Et la communication est très importante, c'est le nerf de la guerre. On peut pas être en couple sans se parler, sans se dire ce qui va et ce qui ne va pas.
au sens propre du terme, le nerf de la guerre. Exactement, je vais reprendre ce terme-là, c'est que je dis, ce que je dis toujours justement à mes patients, qu'il y a certaines batailles qui méritent d'être menées et d'autres qui sont moins importantes. Ouais. Et la bataille de la communication, justement, permettra d'asseoir de bonnes fondations à n'importe quel couple. Et ce n'est jamais trop tard. Combien même on a été mariés pendant 10 ans ou à peine 1 an, il faut justement mettre de bonnes bases pour mieux communiquer et surtout parce que justement, j'ai envie de passer pas mal d'années avec toi. Pas mal d'années, si ce n'est tout le reste de ma vie. Oui. Alors, par rapport à cette rupture de communication, parfois ce mutisme, certains choisissent aussi de déserter le lit conjugal, je vais y arriver. Quel danger pour le couple de ne plus dormir côte à côte? Alors, comme moyen d'expression d'une colère. Tout à fait, effectivement. Donc c'est assez classique, justement, qu'il y en ait un des deux qui quitte le lit conjugal. Encore une fois, ça peut faire partie des premières règles que l'on peut instaurer. On ne dort pas avant de se dire bonne nuit. On ne dort pas au moins en essayant de se parler l'un à l'autre et on ne quitte jamais le lit conjugal. Effectivement, quand on est pris avec justement les enfants, etc., le couple a évolué. Il était couple conjugal, maintenant il a aussi une double identité, c'est le couple parental. Il faut faire attention justement à ne pas être que parent, mais être aussi et toujours continuer à être mari, à être homme et pas seulement papa. Et aussi en tant que femme, ne pas être uniquement la maman, la mère de foyer, mais aussi être femme et épouse à la fois. Donc c'est se donner ce moment à soi et à l'autre pour se donner rendez-vous. Ça peut être l'occasion d'une promenade, tout simplement. Pas forcément se donner rendez-vous de manière hebdomadaire en se disant, écoute, à 10h le samedi, on va faire un petit topo, un petit point, exactement, topo par rapport à notre vécu. Mais ça peut être l'occasion d'une promenade ou d'un film, etc. Et enclencher justement une discussion à deux. Et l'accepter aussi. Il faut que l'autre partie l'accepte. Alors pour conclure, parce qu'on arrive dans pas longtemps à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui, ah oui, juste avant, il y a aussi un autre point. On a dit qu'il y a certains couples qui arrivent à cette rupture de communication par usure, par lassitude. Comment on évite d'en arriver à ça? Justement, la communication. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à la lassitude, c'est que... C'est un cercle vicieux, en fait. C'est un cercle vicieux, c'est quand on n'a plus d'espoir. Mais généralement, lorsque les couples sont... La routine, c'est... négative. Oui, c'est aussi ne plus espérer qu'il y ait une chance de se reconstruire. Et puis, si je peux juste me permettre, si je peux rebondir sur ce qu'a dit Camélia, c'est qu'aujourd'hui, les enfants sont là et ils sont spectateurs. Et ils regardent et ils voient le manque de communication qu'il y a entre notre femme, le papa et la maman. Et lorsque les mots s'enflamment devant les enfants, c'est la pire conséquence qu'un couple pourrait donner aux enfants parce que les enfants agissent par mimétisme. Et aujourd'hui, les enfants, ils peuvent reproduire le schéma et puis prendre le parti de l'un ou de l'autre. Et donc, la force des mots est très importante. Donc, il faut vraiment se contenir et faire très attention. Généralement, les enfants peuvent prendre parti et peuvent devenir aliénés. Et ils peuvent aussi parler avec leur maman comme le papa fait. Et c'est ça le syndrome le plus quand il y a violence, la conséquence notamment. la plus grave. C'est la conséquence la plus grave. Nous, on appelle ça le syndrome d'aliénation parentale lorsque l'enfant devient comme le papa ou comme la maman et rejette complètement l'un ou l'autre. Généralement, la maman me dit, il m'appelle par mon prénom, il ne m'enlace pas, il ne me fait pas de câlin avant de dormir et c'est exactement comme mon mari. Donc justement, il faut faire très attention à ça parce que l'enfant est là, il regarde et puis on est les modèles de nos enfants et ils reproduisent exactement ce qu'on fait. Ok. Alors, on revient sur les bases de la communication non violente dans la vie de tous les jours. Et puis, pour désamorcer le conflit, on rappelle ça pour nos téléspectateurs? Très bien. Alors déjà, être ouvert, être dans la communication bienveillante, mais aussi éviter certains biais à la communication. Ne pas faire de jugement ni d'étiquette. Tu es comme ça, tu es toujours comme ça, tu réagis toujours de la même manière. Tes enfants te ressemblent. Ne pas être dans certains préjugés et croyances. Tu es comme ta mère. Tu ressembles à ma mère. Je ne suis pas ta mère. Est-ce que vous pensez qu'on peut enclencher justement une discussion lorsque justement on met une tierce personne avec nous et qu'on la présentifie même dans son absence, à savoir la belle-mère ou autre. Donc encore une fois, faire attention à ce genre d'étiquettes qui peuvent venir biaiser la communication, être justement dans la bienveillance et se dire pourquoi pas. On va discuter, mais
il faut finir sur un bon point, finir justement sur une bonne conclusion et ne pas oublier que si on discute et si on communique, c'est pour le mieux, justement, le mieux-être de ce couple. Et éviter, comme je vous ai dit, croyance, jugement, étiquette et ne pas parler d'une tierce personne. Croyance, jugement, étiquette. On peut rappeler aussi le cheminement que vous avez proposé? Très bien, donc c'est l'assertivité, c'est alors commencer par les faits ou bien l'observation, être factuel, ensuite les sentiments, dire ce qu'on ressent, poser le besoin et finir par la demande. Donc les faits, les sentiments, besoins et demande. Ça, c'est aussi un mode de fonctionnement. Tout à fait. Mais si je peux donner un exemple classique, c'est justement où on a un mari qui se dispute avec sa femme et qui va commencer à casser les assiettes. Parler du fait directement, par exemple, on a l'interprétation, on a les faits et aussi leur interprétation. Il faut lui dire, écoute, je n'aime pas quand tu t'énerves et que tu deviens impulsif et que justement tu casses tes assiettes. Au lieu de lui dire, je pense que tu as un problème, je pense que tu devrais aller consulter, je pense que tu as une agressivité que tu n'arrives pas à contenir, etc., etc. Parler du fait en lui-même et exprimer après le besoin, comme elle a dit Zineb, en disant, ça me frustre ou ça m'angoisse ou ça me fait tout simplement peur et je n'arrive plus à te reconnaître quand tu es comme ça. En tout cas, ce qu'on peut proposer aussi à nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, c'est de ne pas hésiter à revoir cette émission dans son intégralité sur notre site mediantv.com. Merci beaucoup, mesdames, pour cet apport sur le plateau d'On se dit tout. Camélia Zakaria, vous êtes psychologue clinicienne. Et puis, Zineb Lamati, vous êtes coach parental, fondatrice de Smart Coaching. Merci, mesdames. Merci à vous. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour l'interview santé. À tout de suite. Et comme promis tout de suite, on enchaîne avec notre interview santé, le point avec le docteur Karim Sfiani sur les aligneurs. Bonjour docteur Sfiani. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Alors, le point avec vous aujourd'hui sur un traitement qui a l'air d'être révolutionnaire pour l'alignement des dents, un traitement orthodontique. Il s'agit de ce que vous, les spécialistes, appelez le traitement par gouttière ou bien les aligneurs. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que c'est, parce que pendant très longtemps, les dents ont été traitées avec des bagues et c'est vraiment quelque chose d'apparence et un traitement lourd, alors que visiblement, ce traitement serait quasi invisible. Oui. Alors, ce qu'on voit actuellement dans le monde orthodontie et dans le monde dentaire en général, c'est une grande révolution. C'est une grande révolution qui vient de l'évolution que connaît l'informatique et que connaît le monde digital. Donc voilà, avant, on devait aligner les dents, on devait partir chez l'orthodontiste, faire des bagues, rester plusieurs années, 2 ans, 3 ans, et à chaque mois il faut serrer, il faut changer de bague, il faut changer de fil et tout. Depuis... Avec les allergies que ça pouvait donner. Les allergies, il y avait beaucoup d'inconvénients. Ok. Le premier inconvénient, c'était trop visible. Oui. C'est très visible. Et d'ailleurs, beaucoup d'adultes s'éloignent du traitement orthodontique parce que c'est trop visible. Beaucoup d'adultes, ils ne peuvent pas porter l'appareil orthodontique parce que c'est trop visible. Ok. Et c'est très contraignant. Ok. Dans beaucoup de cas, c'est très contraignant. Oui. Bon, pour les adultes, il y a aussi les bagues transparentes. Oui, on viendrait. Alors, les traitements, c'était visible. Les bagues transparentes, c'est bien, mais c'est encore peu visible, ils sont très bien, mais c'est contraignant au niveau hygiène. Absolument. Au niveau hygiène, c'est pas très facile de nettoyer les dents après les repas, surtout lorsqu'on a les bagues. Deuxièmement, si on met les bagues, même si c'est transparent, on ne peut pas les enlever pendant 2 ans. Non, du tout. Ça c'était un grand inconvénient. Troisièmement, le confort. Oui. Le confort, c'était bien, mais c'était comme quelque chose de plus que tu dois porter tout le temps. Tu ne peux pas penser l'enlever. Alors, les aligneurs, ils se sont... On a des images qui défilent. C'est quoi ce petit bout de plastique transparent, Ce bout de plastique, c'est... Exactement. Les aligneurs, c'est quoi? C'est ça, les aligneurs. C'est ça, les aligneurs. On peut traiter une déformation grâce à ça. On peut traiter une déformation grâce à ça. Alors, la différence, c'est que avec les fils normales, on doit serrer le fil chaque mois. Avec ces aligneurs, on change d'aligneur chaque 2 semaines. Chaque fois, on bouge un petit peu les dents. Chaque gouttière, en fait. Chaque gouttière. Par exemple,
vous allez faire un traitement de 20 gouttières. OK. Et chaque 2 semaines, vous allez changer un 20, petit peu. 20 gouttières, Voilà. d'accord. Ça fait 10 10 mois. Voilà. Et chaque fois, les dents ils vont bouger un tout petit peu. Un tout petit peu. Comment ça? Oui. Alors, si on veut faire un traitement aligneur, il faut aller chez l'orthodontiste. OK. On va prendre des mesures. La même chose, les empreintes. Voilà, on va prendre des La mesures. fameuse patte au fond de la Voilà. bouche. Ça va pas rester pendant longtemps. Ça va changer. Ça va C'est en changer. train de changer. D'accord. Actuellement, c'est en train de changer. On ne va plus faire de pâtes. De patte, super. C'est une bonne nouvelle aux téléspectateurs. Bientôt, on ne va plus faire de pâtes pour prendre des mesures. Alors, on prend des mesures et on fabrique. Et là, depuis la situation initiale jusqu'à la situation finale, on traite le cas sur ordinateur. OK. Et on fait. Donc vous fabriquez un moule? Plusieurs moules? C'est pas fabriqué. En général, c'est dans des maisons, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Mais on fabrique des moules. OK. De l'évolution. De l'évolution. Voilà. D'accord. Et à chaque évolution, on imprime, we print, on imprime une gouttière. OK. Et première 2 semaines, deuxième 2 semaines, troisième 2 semaines, le patient ou la patiente, qu'est-ce qu'il fait? Il change les gouttières, il change les aligneurs. Au bout de 2 semaines, et à chaque fois, on fait un petit mouvement. D'accord. Comme ça. Et Donc rien n'est laissé à l'imprévu. Tout rien, le système, presque rien. tout le système, en fait, est étudié bien avant d'être Bien placé sur Voilà, la dentition voilà. du Maintenant, patient. on traite le patient, la patiente sur ordinateur. OK. On fait les mouvements qu'on veut. D'accord. On regarde le visage, le sourire, la position des dents. Et on fait tout ça pendant, je dirais, 1 heure. Le patient peut faire ça avec vous? Peut vous Oui, dire, il peut. donnez-moi tel sourire, je veux tel Oui. élargissement de mâchoire, Oui, c'est il possible? peut dire ça, mais on a quelques limites, bien sûr. D'accord, bien sûr. Il peut Bien sûr, il peut. Il peut rentrer, il peut être impliqué dans le traitement. Et il regarde Et sa dessiner bouche, le sourire qu'il veut. Et dessiner le Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Bien sûr. Et donc, on fait le traitement sur ordinateur déjà, et après, on commande ces aligneurs, ça veut dire première 2 semaines, deuxième 2 semaines, et après, et ainsi de suite. Et on reçoit les aligneurs, on reçoit les gouttières, et on donne aux patients. Dans le patient, en général, le premier rendez-vous, c'est 1 mois, et à chaque mois, on regarde, OK. on vérifie que le traitement se passe comme on a prévu et dans les bonnes Alors, conditions. qu'est-ce qui fait que le traitement se passe comme il a été prévu? Et qu'est-ce qui fait que le traitement peut ne pas se passer comme vous, le spécialiste, D'accord. vous l'avez prévu? D'abord, Qu'est-ce qui fait réussir un Oui, traitement oui. et qu'est-ce qui le fait plutôt moins bien réussir? d'accord, Bada. Vu Tout que d'abord, le patient a Oui, oui. Tout d'abord, en fait la tout d'abord. possibilité de enlever la Tout gouttière. d'abord, ces aligneurs, ils demandent une formation spéciale des orthodontistes. OK. Il faut une formation. Ça, c'est la première des choses. Et bien sûr, il y a des caractéristiques, on peut bouger les dents, avec certaines caractéristiques et dans certaines mesures et dans certaines limites. Ça veut dire qu'il faut bien choisir tel aligneur, telle pression, on a des normes à suivre. D'accord. On a des normes à suivre. En général, si tout bien planifié, il n'y a pas de... Mais Ouais. l'apport du patient, parce Oui. que le patient, Regardez. avec les aligneurs, a la possibilité de les mettre et de les enlever comme il veut. Oui. Est-ce qu'il faut un minimum de port sur 24 heures Voilà. pour garantir un bon résultat? Alors, officiellement, elle est dit il faut le porter de 20 à 22 heures. Ça veut dire toute la journée, sauf les heures de repas. OK. Mais Un minimum de 20 heures sur ouais, 24. un minimum de 20 heures sur 24, c'est très bien. C'est très bien. Ils ne sont pas visibles. Ils sont très peu visibles. Très peu de gens, ils vont constater que vous portez l'appareil. OK. Ça, c'est le grand avantage. Le grand avantage, c'est qu'il n'y a pas de blessure, parce qu'avec les bagues, parfois ça pique, Ah, parfois ça blesse. Ça, c'est important. ça donne des aftes. Oui, parce qu'ils sont ce qu'on dit teeth friendly. Ça veut dire ils sont compatibles avec les dents. Et ça favorise une bonne hygiène aussi.
Oui, parce que la personne peut les enlever pour se brosser les dents. Et pour les enlever, pour se brosser les dents. Elle ne mange pas avec. Et ils ne mangent pas avec. Mais justement, est-ce que vous avez des patients qui vous donnent de mauvais résultats parce qu'ils ne sont pas assidus? En général, maintenant avec le début des aligneurs au Maroc, en général, les patients qu'on reçoit, ils suivent bien, en général. Ils suivent bien le processus. En général, ce sont des adultes. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui veulent mettre un appareil, qui veulent redresser des dents, mais pas mettre un appareil. Oui. Il y a le frein, c'est les bagues. Ah, voilà. Il y a beaucoup de gens, que ce soit hommes dans leur quarantaine ou femmes dans leur trentaine, quarantaine, il y a un petit problème, un petit chevauchement. Tout le monde veut redresser ses dents pour avoir, mais le grand handicap, c'était les bagues. Maintenant, il y a une solution. OK, oui, mais justement, docteur Sfiani, ces aligneurs, est-ce qu'ils sont faits pour le petit redressement? Exactement. Ou bien ils peuvent être mis en place pour un véritable chantier? Oui. Alors, les aligneurs, ils ont commencé en 1998. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Au monde. D'accord. En 1998, ils ont reçu l'autorisation et l'accréditation de la FDA et en Europe, du ministère de la Santé. Ça, ce n'est pas nouveau. C'est depuis 1998. Deuxièmement, 6 millions de personnes, ils ont porté déjà des aligneurs. Dans le monde. Ça a commencé en 1998, au début des années 2000. Au Maroc, ça commence. OK. Voilà, on commence, mais c'est une bonne nouvelle. C'est accrédité, c'est autorisé, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, oui. C'est accrédité par les instances, oui. OK. Mais justement, c'est orienté pour les petits redressements? Au début, c'était pour les petits redressements, les moyens. D'accord. Maintenant, avec le développement énorme qu'on a vu se réaliser dans le monde informatique, dans le monde digital et dans le monde de l'impression digitale, l'impression 3D. Parce que ça a changé complètement et ça a aidé beaucoup. Et maintenant, on peut traiter les cas moyens, les cas faciles et quelques cas, et beaucoup de cas sévères. Et là, actuellement, il est réservé, actuellement, beaucoup de patients qui le portent maintenant, qui vont vers les aligneurs, sont des adultes, en général des femmes ou des hommes, des adultes qui ont fait, que souvent ils ont déjà fait un traitement lorsqu'ils étaient petits. Il y a une petite récidive, il y a un petit changement parce que les dents bougent. Les dents bougent comme tout le corps. Tout le corps. Et donc les adultes, ils viennent surtout pour ça. Et là, bientôt, dans les 5 ans à venir, je pense qu'on verra beaucoup d'adolescents qui ne vont plus porter... Il n'y aura plus le problème d'adolescents avec les bagues. Ça, c'est la nouvelle... L'image de l'adolescence va changer, docteur. Parce qu'au début, les adolescents, ils voulaient porter des bagues. Oui. Maintenant, il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Oui, parce qu'à l'époque, porter des bagues, ça voulait dire qu'on était ado. Voilà. Et ado, c'est bien. Voilà, c'est vrai. Alors, docteur Karim Sfiani, si vous permettez, est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de recul pour savoir si c'est un traitement qui marche sur le long terme? Vous l'avez dit, les dents bougent. Plusieurs générations ont porté les bagues classiques. Pourtant, il y a eu des récidives. Beaucoup d'adultes ont dû reporter des petites bagues à l'âge adulte, voire aujourd'hui, vous dites, heureusement qu'il y a cette solution transparente. Est-ce qu'il y a aujourd'hui suffisamment de recul pour se dire ça marche? Mais ça marche à quel degré? Oui. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup d'orthodontistes qui étaient au début sceptiques. Et bien sûr, toute chose nouvelle, il faut la voir. C'est pas toute chose nouvelle. C'est bon, parce que parfois ça ne marche pas. Et comme il y a des laboratoires derrière ça, et ils étaient vraiment bien étudiés par l'université et beaucoup d'instances indépendantes, moi je pense que pour les cas moyens et pour les cas faciles, quelques cas, on a de recul, parce qu'on a un recul presque de 18 ans maintenant. Cas facile, difficile, cas facile à moyen, ça marche bien? Ça marche très bien. Cas difficile? Beaucoup de cas difficiles, ça marche. D'accord. Beaucoup. Je dis beaucoup de cas. Le prix dans tout ça? Oui, le prix au début. Oui, le prix au début, c'était
C'était un traitement de luxe, un traitement de luxe. pas pris en charge. C'était pas pris en charge. Maintenant, toutes les choses nouvelles diminuent de prix parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de boîtes derrière ça, il y a beaucoup de laboratoires. Ça a diminué beaucoup. Et bien sûr, la bonne nouvelle, une partie s'est remboursée par les couvertures maladie. Et voilà. Il y a aussi, ça c'est un point qu'il faut signaler, les types de traitements. Le type de traitement, il y a des traitements très courts, de 3 mois et demi. D'accord. Il y a des traitements de petits chevauchements, des dents qui ne sont pas à droite de 7 mois. Il y a des traitements d'une année. OK. La moyenne des traitements, c'est en général de 13 mois, pour des cas plus importants. Avec une maintenance? Oui. Un entretien plutôt? C'est obligatoire. D'accord. C'est obligatoire pour chaque chose qu'on fait en bouche. Quel que soit le traitement utilisé. Quelle que soit la prothèse, qu'est-ce que soit l'implant, qu'est-ce que soit l'appareil, le suivi dentaire est lifetime, ça veut dire toute la vie. Oui, absolument. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui stoppe. Le grand avantage, ça permet une hygiène impeccable. Pour l'émail, c'est pas nocif du tout. Oui, mais il n'y a pas de colle, il n'y a pas. Il n'y a pas de colle, ça veut dire minimalement invasif. Absolument. Et le plus grand avantage, c'est que ça permet à beaucoup d'hommes, beaucoup d'adultes, hommes et femmes, de redresser les dents sans porter l'appareil. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, docteur Karim Sfiani. Vous dites que le prix a diminué, mais la fourchette de prix actuelle appliquée, elle serait de combien? Oui. Moi, je dirais à partir d'un petit, donc 15 000 à 40 000. 15 000, 40 000 voilà. Pour un traitement classique, c'est? Je dirais 37 000, 35 000. Le traitement classique? 40 000, voilà. Pour un traitement classique? Oui. Quand on sait classique, c'est un petit peu moins. Mais là, dites-nous, donnez-nous la fourchette. 12 à 25. 12, 25. Et l'invisible? Et l'autre 15, 40. 15, 37, voilà. Donc, il y a un écart quand même. Mais ça va encore, on aurait moins d'écart. De plus en plus, on aurait moins d'écart. Vous travaillez pour ça? Pour démocratiser le traitement? Exactement. Parfait. Surtout ça. Merci, docteur Karim Sfiani, d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos locaux ici à Rabat pour cet entretien avec vous sur ces fameuses gouttières invisibles de traitement orthodontique. Docteur, au plaisir de vous retrouver. Merci. Et on peut retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site medientv.com. Merci à toutes et à tous pour le suivi de cette émission et bien sûr un grand merci à toute l'équipe en régie et à sa tête en réalisation, Abderrahim Hicham Abderrahim. Allez, au revoir et à bientôt.